Dis, je comprends rien, Jackson. Cette histoire de pangolin qui a la chiasse, ça va mal finir. Je te le dis, moi. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Sauf que, bon, maintenant, normalement, c'est fini. Enfin, c'est fini. On n'est pas à l'abri d'une 10e vague extrêmement meurtrière si les grèves continuent autour de la réforme des retraites. Hein. C'est là, je vous le dis, je suis un peu le Paco Rabanne du pauvre. Je vous le dis. Si jamais les grèves sont un peu trop vénères, on va avoir le ministre de la Santé, François Braun. Oui, vous m'entendez? 10e vague. Virus. Le variant Delta Gold plus meurtrier, mort inside death. Faut confinement. Tout le monde. Vous arrêtez là où vous êtes, vous bougez plus. Les gens dans les transports en commun bougent plus. Les voitures, vous restez dedans, vous bouffez vos sièges, je conduis qui, Bonap. Voilà. Confinement, parce que là, c'est la mort. Là. Non, non, plus la mort qu'avant. Hein? Une question pour LCI? Oui, la mort. Là, c'est la mort. Là, faut faire attention. Là, c'est le variant. Attention. Ouais. Voilà. Par rapport réforme, il n'y a plus de réforme. Il n'y a plus de retraite. Si vous respectez pas le confinement, tout le monde sera mort. Donc, il n'y aura plus de retraite. Donc, tu as compris un petit peu l'idée. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Donc, Covid, je ne sais pas où on en est. Voilà. Mais cette question lancinante des virus travaillés en laboratoire est toujours présente. Donc, pour être un petit peu sérieux, tu vois, je me suis emballé. Ah, dès que je peux faire trois gags, un prout, je suis là. Cette question des virus travaillés en laboratoire, elle a été, c'est au cœur hein, du dossier central de Science et Vie dans son numéro de mars. Et il y a quelques exemples que je vais vous lire de ma plus belle voix. Il y a 6 exemples. Alors vous dites dans le chat combien vous en voulez. On va s'en lire plusieurs sur euh, d'autres cas indépendants hein, du Covid-19 où on a été face à des manipulations de virus. Donc, par exemple, hein, celui-là en 2021 déjà, je vous le lis, augmenter la dangerosité du MERS par accident. L'expérience se déroule en 2021 à Madrid, Espagne. Le but, comprendre le rôle d'un gène particulier du MERS-CoV, un coronavirus qui a commencé à s'attaquer aux humains en 2012, avec un fort taux de mortalité proche de 35%. La mission se révèle un véritable casse-tête. Les chercheurs voulaient étudier le virus chez un modèle animal proche de l'humain, la souris, or celle-ci n'y est pas sensible. Afin de contourner le problème, l'équipe de Stanley Perlman à l'université de l'Iowa, aux États-Unis, a donc conçu en 2017 des souris génétiquement modifiées susceptibles d'être infectés par le MERS-CoV, puis pour obtenir un MERS-CoV réellement adapté à cet animal, ils ont inoculé à 30 reprises le virus à leurs souris transgéniques. Ensuite, les chercheurs ont voulu comprendre le rôle d'un gène viral appelé 5 dans la pathogénicité du MERS-CoV. Ils se sont alors associés à l'équipe de Luis Juárez du Centre national de biotechnologie de Madrid et ont conçu un autre virus dans lequel le gène 5 était manquant à partir de leur MERS-CoV adapté à la souris. Quand on enlève un gène, on s'attend en général à une perte de fonction d'état et Luis Juárez. Or, nous avons observé exactement l'inverse. Le virus modifié s'est révélé plus virulent encore que celui d'origine. Le chercheur s'empresse de préciser, nous l'avons immédiatement détruit. Donc, c'est un amuse-bouche, hein, ça vous donne une idée de ce qui peut être pratiqué dans ces fameux laboratoires P4. À noter qu'il existe également des P3+, des P3, des P2, des P1. On va y venir, je vais vous donner un petit peu des détails qui vont vous donner les chocottes. Je préfère vous le dire. Ah, c'est de la chocotte. C'est de la chocotte aujourd'hui dans un dossier, dans une revue tout à fait connue. Vous pouvez trouver en kiosque, revue sérieuse, qui jusqu'à présent n'a pas eu sa médaille de complotisme. Et comme quoi, il suffit parfois, et vous savez, c'est un petit peu la ligne juste milieu, il suffit parfois de lire, euh, de voir ce qu'on voit. C'est ma phrase du moment de Charles Péguy. Hein. Le plus difficile reste de voir ce que l'on voit. Là, vous allez dans les kiosques, vous lisez ça, et vous vous dites, tiens, Emmanuel Le Chypre, quel connard. Voilà. Il n'y a même peut-être pas besoin d'aller dans un kiosque pour arriver à cette conclusion. Donc, autre exemple, on remonte là, on est 2005-2007, peut-être pas tous vous les lire, mais pour comprendre quand même la nature de ces travaux dans ces fameux laboratoires, en 1900, alors ressusciter la grippe espagnole à partir de cadavres. Celle-là, elle est un peu dure. En 1918, le virus de la grippe espagnole a provoqué l'une des pires pandémies que l'humanité ait connues. Entre 20 et 50 millions de personnes en sont décédées, et le taux de mortalité était particulièrement élevé chez les 15-34 ans.
Depuis, le virus a disparu de la surface de la Terre. Vraiment? Car voilà qu'à la fin des années 1990, des chercheurs sont parvenus à en reconstituer la séquence ADN à partir d'échantillons pulmonaires prélevés sur des victimes. Dans la foulée, deux équipes de chercheurs, l'une aux États-Unis, l'autre au Canada, ont entrepris de le recréer grâce à la technique de génétique inverse qui permet de reconstituer un micro-organisme à partir de sa séquence d'acide nucléique. Et ils ont réussi, comme l'attestent leurs résultats publiés respectivement en 2005 et 2007. L'équipe américaine a ensuite testé le virus chez la souris, sans surprise, et il s'est révélé particulièrement virulent. L'équipe canadienne l'a quant à elle testé sur des macaques. Normalement, ces macaques ne tombent pas malades ou très peu lorsqu'ils sont infectés par d'autres virus grippaux, détaille Darren Kabaza, le chercheur du Laboratoire national de microbiologie, qui a dirigé la reconstruction du virus au Canada. Mais avec le virus de la grippe espagnole, ils sont tous morts. Depuis 2007, son équipe a mené d'autres expériences, dont une nouvelle série d'inoculations à des macaques. Le virus, lui, existe toujours barricadé dans des congélateurs du laboratoire. Alors, déjà, merci à la Josie, qui vient de se prendre. Il n'y a pas de transition. Merci beaucoup, chère Josie, qu'on embrasse. Donc, qu'on soit bien d'accord. Premier arrêt. Tu vois, là, je vous emmène avec moi dans le bus scolaire, le juste autocar. Hein, tu la bouges, connard. Et puis, on va faire des petits arrêts. Pause pipi et petits arrêts explications aussi, pour se creuser un petit peu la caboche sur ce qu'on est en train de dire. Alors, tout ça, science et vie, bon, je vous ai donné le contexte, je ne vais pas le répéter 15 fois. Euh, on est en droit de se dire, en préambule, quel est donc l'intérêt de ces recherches? Parce que, effectivement, recréer des virus, c'est ce qu'on explique, hein, la génétique inverse, une technique assez formidable, hein, recréer des micro-organismes à partir des séquences ADN ou ARN, c'est assez brillant, et c'est une avancée de la science assez incroyable, mais quel est l'intérêt, je pose la question, d'aller recréer des micro-organismes comme celui de la grippe espagnole, entre 20 et 50 millions de morts? Alors, certes, à une époque où la médicalisation et l'état sanitaire n'est pas aussi poussé. On est bien d'accord. Merci à Jojo 40, qui vient de subprime également, c'est le troisième point. Ça, c'est beau. Donc, il y a quand même une première zone d'ombre dans ces logiques-là de travail en laboratoire sur les virus, les fameux gains de fonction, pour améliorer, par exemple, les capacités d'un virus, le rendre plus virulent, plus létal ou autre. Euh, on peut comprendre les démarches scientifiques, on va dire, les outils scientifiques mais qui ne vise pas l'amélioration de la létalité, de la transmissibilité ou la reconstruction d'un virus aussi dangereux et apparemment disparu de la surface de la Terre comme annoncé. Donc, on a déjà là, et c'est une question que je me pose presque de manière philosophique, à part jouer à se faire peur, quel est l'intérêt scientifique? Et vraiment, je pose la question, hein, chers amis, si certains d'entre vous voilà, sont de la partie, comme on dit, hein, plus spécialistes de ces questions de biologie, microbiologie ou autre, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. Je ne veux surtout pas dire de bêtises, je reste prudent. C'est vraiment des questions que je soulève. Euh, Quel est l'intérêt, à part pour des gens mal intentionnés, d'avoir une sorte de bouton nucléaire sur lequel appuyer en disant on maîtrise cette arme-là? Parce que, euh, effectivement, dans le chat, on parle de guerre bactériologique. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est vrai que j'ai du mal à percevoir l'intérêt sanitaire de recréer le virus de la grippe espagnole qui avait disparu de la surface de la Terre. Parce qu'à la limite, si ça avait été pour chercher des vaccins, enfin une solution euh, au cas où le virus s'échappe, bah autant pas le recréer s'il a disparu. Je suis pas scientifique, je suis une pompe à vélo en sciences, ça j'en conviens. Même à Docteur Maboul, je suis nul. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'en arrive à cette conclusion-là qui me semble pas complètement débile. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on continue, parce que tu te dis, bon, au pire, c'est dans des laboratoires sérieux. P4. Ils ont des blouses. Les gants sont scotchés. C'est vrai un peu. Les gants sont scotchés. Enfin, vraiment, le virus, il Il peut pas. Il peut rien faire parce que c'est P4. C'est P4, c'est totalement sérieux. Donc, tu as quand même dans ces laboratoires, tu te dis, non, il peut pas y avoir d'accident. Alors attention. Attention parce que on est sur cet article. Un accident est-il possible? Toujours dans le dossier euh, de Sciences et Vie de mars 2023 sur la question de l'accident. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, si certains chercheurs à travers le monde font des choses aussi dangereuses, ça doit être en toute maîtrise.
Parce que si le virus se fait la malle, là, t'as pas paumé une recette de cocktail exclusive, hein. Là, ça va gratter la gorge d'un paquet de monde. Et l'article ne me rassure pas quand même. Parce que, je vous lis pêle-mêle quelques passages, mais je le redis, c'est important, n'hésitez pas à aller acheter ce magazine en kiosque pour soutenir notre presse française quand elle fait son boulot. Je vous lis cette partie, hein. Faut-il s'inquiéter qu'un accident puisse aboutir à la fuite d'un virus génétiquement modifié dans la nature? Les seuls accidents possibles en P4 sont ceux. Alors, P4, vous l'aurez compris, il y a plusieurs types de laboratoires spécialisés sur ces questions de travail sur les micro-organismes hautement pathogènes. Et ça va de P2 à P4, selon la gravité, enfin selon la dangerosité de leur sujet de travail. Donc P2, P2+, P3, P3+, P4. Et plus dangereux que ça, Olivier Dussopt qui s'énerve. Voilà, c'est vraiment pour vous donner un petit peu le spectre de la dangerosité. On continue. Les seuls accidents possibles en P4 sont ceux liés à un outil coupant ou piquant qui traverserait les gants ou la combinaison. Mais cela ne passe pas inaperçu et le chercheur est alors immédiatement mis à l'isolement pour toute la durée d'incubation du virus, explique Sylvain Bèze, ça il y est pour rien, qui dirige le Centre national des fièvres hémorragiques à l'Institut Pasteur INSERM et travaille en laboratoire P4. Ces accidents ne représentent donc pas un risque pour la population. Alors attention, mention rajoutée par l'auteur de l'article, donc ça c'est pas moi. Bien sûr, le chercheur ou l'institut peut décider de taire l'incident. 3 petits points. C'est un petit peu complotisme. Je veux pas leur mettre Julien Pain sur le dos, mais je me demande quand même s'il n'y a pas un petit peu de complotisme. Donc voilà, on nous explique, hein, ces infrastructures ne lésinent pas sur les règles de sécurité. Le laboratoire contient plusieurs sas de décontamination. Les chercheurs doivent porter 2 paires de gants scotchés au poignet, ainsi qu'une combinaison complètement hermétique, sous pression positive, afin que l'air n'y pénètre pas en cas de déchirure. Excellent. Bon, ils font pas ça non plus sur une table de camping en Marcel, vodka connecting people. On est d'accord. Mais quand même, euh, parce que la tuile, pour quelque chose que je vais vous lire, la tuile, voir ce qu'on appelle quand même la tuilasse, hein. Dans le métier, je retrouve le passage. La menace est faible concernant les accidents, mais bien réelle, ce qui pousse certains à militer pour une réglementation plus stricte des Frankenvirus. C'est leur nom, des virus manipulés. Frankenstein, t'as capté, Marie Shelley qu'on embrasse. Néanmoins, le renforcement de la réglementation peut avoir des effets pervers, souligne Bruno Canard, virologue à l'université d'Aix-Marseille. En 2013, les États-Unis ont mis en place un moratoire sur les recherches de gains de fonction. Or, il est fort probable que celui-ci ait eu pour effet de délocaliser la recherche dans des pays offrant une réglementation plus souple. Alors pourquoi ne pas mettre en place une agence internationale? C'est une question du journaliste. Ce serait une excellente idée. Mais les biotechnologies étant devenues un domaine de concurrence stratégique, notamment entre les États-Unis et la Chine, t'imagines bien que ce n'est pas le Guatemala et le Vatican qui sont là-dessus. La mise en place d'une telle agence me semble très hypothétique. Arg Klaus-Peter Salbach, expert en biosécurité et en sciences politiques à l'université d'Osnabrück, en Allemagne. D'autres, enfin, appellent à l'arrêt pur et simple de ce type d'expérience. C'est vrai que... Elle est con, elle est naïf. Mais c'est pas complètement débile non plus. C'est vrai que... Tu veux pas de danger, tu travailles pas là-dessus. Donc, pour te donner quand même le contexte, on a un fond, c'est ce que dit l'article de manière assez claire, on a un fond géopolitique qui est très important. Les pays en présence, c'est pas l'Alsace-Lorraine et je sais pas quoi, même si l'Alsace-Lorraine n'est pas un pays, enfin, jusqu'à Nouvelle-Orléans. Euh, on est face au mastodonte de notre monde qui voit dans ces recherches-là, à mon avis, pas le meilleur moyen pour faire le bien à travers la planète. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Et donc on comprend que la législation, la réglementation de ces travaux-là de recherche autour des gains de fonction n'est pas, enfin une législation commune et universelle n'est pas envisagée et n'est d'ailleurs même pas envisageable pour que chacun puisse continuer à faire ses merdes. Et si on en revient à nos histoires de P2, P4 et compagnie, autre tuile, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, il n'y a pas de réglementation internationale, mais au pire, les trucs sont quand même bien encadrés. P2, P2+, c'est précis, tu vois, parce que quand même, si le virus s'échappe, c'est nous qu'on meurt, tu vois. Le hic, c'est que certains laboratoires, affichant des niveaux de sécurité inférieurs, peuvent également manipuler des virus dangereux. À la différence des P4, pour lesquels l'OMS a édicté des recommandations, il n'existe pas de directives internationales sur les mesures de sécurité à suivre pour les P3+.
D'ailleurs, la plupart des pays n'ont pas de directive du tout, souligne Grégory Koblenz. Il y a donc beaucoup de variations entre les laboratoires P3+. Certains s'approchent de très près du niveau de sécurité P4, quand d'autres ont seulement ajouté quelques éléments supplémentaires aux normes des P3. Dans ces derniers, tout est fait pour éviter la mise en aérosol des pathogènes, mais on y respire néanmoins l'air du laboratoire. Voilà. Donc c'est qu'en plus, l'encadrement de la sécurité interne à ces P3, P2+, et compagnie, d'après Sciences et Vie, c'est pas moi, hein, une fois de plus. Euh, ben là, last we lâche. Là, parce que ça aussi, c'est pas très clair en fait. Et tu comprends que l'encadrement est pas foufou. Donc, vous l'avez bien compris, je vous lis ça pour vous. Voilà, parce qu'on aime réfléchir chez Juste Milieu. L'idée n'est pas arriver à la conclusion que le virus enfin le SARS-CoV-2, hein, le coronavirus, s'est échappé d'un laboratoire. Mais quand même, faut que je vous lise, il y a encore deux choses. Après, vous pourrez vomir. Euh, parce que là, j'ai deux choses, elles sont musclées, hein. Là, je vous ai gardé ces deux doubles whisky secs, sans glaçons, sans verre. Donc, dans ta main. Si t'as des plaies, laisse tomber. Euh, oui, parce que c'est ce que dit l'article, hein. L'origine du SARS-CoV-2 reste un mystère. Si des accidents de laboratoire sont déjà survenus, aucun ne semble avoir provoqué d'épidémie. Ce qui n'empêche pas l'origine du Covid-19 de faire toujours débat. Donc, on est sur les éléments que je vous listais tout à l'heure, sur le fait que d'abord, ben voilà, la piste du pangolin a été privilégiée, puis de la chauve-souris, puis de Roselyne Bachelot, enfin, des animaux de la savane. Et, mais bon, petit à petit, on a commencé à dire quand même, un, c'est bizarre. Et c'est bizarre pour une raison. Vous en avez peut-être entendu parler dans le flot des actualités sorties au moment du Covid-19. On a eu cette partie, et je vais me permettre de vous la lire en entier, euh, parce que, euh, parce que ça pique, quoi. Parce que là, ça pique. Et les deux révélations vont se suivre. Donc là, je vais vous lire les trois colonnes. Là, va falloir être prudent. Va falloir être prudent. Je vais vous lire trois colonnes. Tout le monde est sage, s'il vous plaît, vous asseyez, vous prenez des notes, parce que là, ça va chier des bulles carrées. C'est parti. Euh, donc, on évoque l'énigme de l'apparition du site de clivage de la furine. Ah, attention. Là, non, c'est pas. La furée, c'est pas la furine, c'est pas la meuf du furet. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous allez voir, c'est plus coquin. Donc là, je vous lis. Ça va. Allez, allez, on se serre les coudes, ça va le faire. Ce site de clivage de la furine est une petite séquence d'acides aminés présente sur la protéine spike du SARS-CoV-2. Lorsqu'elle entre en contact avec la furine, une enzyme naturellement présente dans notre organisme, la spike, se sectionne en deux sous-entités. La première s'agrippe au récepteur ACE2, la porte d'entrée du virus dans les cellules humaines, et la seconde permet la fusion de la membrane du virus avec celle de ces dernières. C'est donc ce site de clivage de la furine qui confère au SARS-CoV-2 sa capacité à pénétrer et infecter nos cellules, autrement dit sa pathogénicité. Fait troublant, aucun des autres coronavirus du même sous-genre que le SARS-CoV-2 ne possède ce site de clivage de la furine. Certes, son apparition naturelle est possible, cela s'est d'ailleurs déjà produit chez des virus de la grippe aviaire, mais certains arguent que ce site de clivage de la furine a été ajouté artificiellement et pointent du doigt un programme en particulier, le projet Diffuse, dont l'existence a été révélée à l'automne 2021. Ce programme prévoyait précisément l'introduction de sites de clivage spécifiques aux humains dans des coronavirus de chauve-souris. Il a fait l'objet d'une demande de financement à la DARPA, une agence du département de la défense des États-Unis, via EcoHealth Alliance, une organisation non gouvernementale qui a étroitement collaboré avec l'Institut de virologie de Wuhan. Le programme a finalement été retoqué par la DARPA. L'existence du projet Diffuse est troublante, confesse Étienne de Crowley, mais cela ne constitue pas une preuve que ces travaux ont été menés à terme. En tout cas, cette révélation ne convainc pas les ardents défenseurs de l'hypothèse naturelle qui pointent la structure même du SARS-CoV-2. Parmi les coronavirus connus, aucun n'a pu éventuellement servir de squelette à ce type d'expérience. Par ailleurs, il est extrêmement difficile de concevoir quelque chose en laboratoire sans laisser une cicatrice. De ce fait, il est absolument clair que le SARS-CoV-2 n'a pas été génétiquement modifié en laboratoire, insiste Michael Imperial, ça lui va bien comme nom, professeur de microbiologie et d'immunologie à l'université du Michigan aux États-Unis. Vous avez vu, j'ai tout lu, hein. S'il y a le journaliste de l'Express ou Julien Pain qui se promène, j'ai tout lu, hein. Même la contradiction, parce que c'est la rigueur. Juste mieux. Mais c'est parti, let's go. Attention les amis. Ouais, voilà. Et ça, c'est voilà, Science et Vie
qui nous donne ces éléments-là. Et c'est vrai que cette histoire de projet de Fuse, je dois vous avouer que j'ai pas le souvenir d'en avoir entendu parler. Ça me dit vaguement quelque chose, notamment avec les travaux de Robert Junior Kennedy aux États-Unis, hein, de la famille Kennedy, qui s'est fait l'un des fers de lance hein, de la lutte contre les mesures Covid-19 et qui a révélé un paquet de choses, et notamment le rôle de certaines instances gouvernementales américaines avec ces travaux euh, de gains de fonction et compagnie. Mais là, quand même, hein, Science et Vie, le rédacteur en chef, apparemment, son café, il était un peu serré. Hein, parce que tu disais ça il y a 1 an et demi, complotiste. Et là, complotiste dernier degré. Donc, là, voilà. Je voulais faire ce travail-là avec vous, les amis, vous donner ces éléments-là. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites dans le chat un petit peu, hein, ce que vous pensez de ces histoires-là. Est-ce que vous trouvez ça crédible ou pas? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que ça n'avait rien à foutre? Enfin, c'est la maison, hein, c'est normal aussi. Il y a Montbidien Polo qui dit Science et Vie est plutôt une revue sérieuse. Non, bah, moi, je pars du principe qu'une revue est sérieuse tant qu'elle n'a pas été critiquée par Julien Pain. Et blague à part, c'est effectivement une revue en kiosque qui n'a jamais été attaquée sur son sérieux jusqu'à présent. Euh, donc non, enfin, c'est pour ça que j'étais doublement étonné de voir ce genre de propos, parce qu'il ne se contente pas, en fait, de parler voilà, de l'existence de ce laboratoire P4, dire, bon, bah, il y a un petit peu des problèmes de sécurité, point. C'est-à-dire qu'ils vont un petit peu plus loin avec une théorie qui a sûrement été évoquée jusqu'à présent, hein, cette histoire d'exercice de Fuse, là, le programme de Fuse. Ça avait sûrement dû être évoqué précédemment, mais jusqu'à présent, c'était du complotisme, quoi. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. À voir, hein.